Jean-Luc Narret, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous entrez dans une chambre d'hôtel, est-ce que vous avez une lubie, un détail absurde peut-être, sur lequel vous êtes absolument intransigeant? Alors, dans toutes les chambres d'hôtel où je vais à travers le monde, c'est toujours la même chose. Je vais directement voir la carte qui est écrite par le directeur général, qui est généralement manuscrite, et voir si elle est accompagnée des petits gâteaux, d'une bouteille de champagne ou autre, mais surtout regarder s'il a été écrit et comment le mot a été fait, parce que vous pouvez dire la bienvenue en différentes manières et différentes façons. Et on a un directeur général, par exemple au conservatorium, dans la Set Collection, qui fait lui des petits dessins, des très très belles esquisses pour souhaiter la bienvenue à ses clients. Donc, les détails de bienvenue, si je puis dire, c'est important. Oui, c'est important, mais ça fait partie, vous savez, de ce qu'on appelle le petit plus un. C'est les attentes, c'est toujours le succès, c'est les attentes plus un. Et donc, quels sont les petits plus un qu'un hôtelier peut mettre en permanence parce que la prochaine fois, le plus un fera partie des attentes. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Jean-Luc Narret, DG de The Set Collection depuis quelques mois seulement, depuis octobre dernier. The Set Collection qui possède notamment l'hôtel Lutetia à Paris, donc le seul palace de la rive gauche et d'autres hôtels de luxe en Europe, en Asie et à Jérusalem aussi. Je crois, est-ce qu'il y a un point commun, Jean-Luc Narret, entre chacun de ces hôtels qui sont dispatchés aux quatre coins du globe? Alors effectivement, il y a d'abord un point commun entre les hôtels qui nous appartiennent, donc qui sont les 7 hotels, qui sont effectivement le Lutetia, qui a une histoire qu'on connaît avec cette sublime façade en plein milieu et qui est le seul palace de la rive gauche. Le Conservatorium à Amsterdam, qui lui-même est à côté du musée et dans un endroit absolument fabuleux, est un ancien conservatoire de musique avec un designer qui a refait Piero Leziosi, qui est très très bien, comme celui de Paris avait été refait par Jean-Michel Wilmotte. On a la chance d'avoir à Londres le Café Royal, un emblème, un endroit mythique qui est juste où je suis d'ailleurs aujourd'hui, avec derrière moi des écrans de Piccadilly, à gauche Soho et à droite Saint James et Buckingham au fond. Donc c'est assez incroyable comme emplacement. Et puis Jérusalem également, puisqu'il est juste à côté de la vieille ville. Et à chaque fois, chaque emplacement, chaque hôtel, en fait, est vraiment ancré dans la ville. C'est-à-dire que ce sont des hôtels qui sont adoptés par les locaux. Et véritablement, quand vous allez dans les restaurants, dans les bars, vous l'avez vu vous voyez à Lutetia, au bar de Joséphine ou à la brasserie, vous entendez parler français, vous voyez les artistes, les journalistes, les gens qui sont autour, qui ont pris l'hôtel comme étant le leur. Le conservatorium, c'est le living room d'Amsterdam, par Est-ce exemple. que, Jean-Luc Narret, vous avez aussi, pour persévérer dans cette vision, vous avez au Lutetia une suite Joséphine Baker, vous avez des suites signatures avec différentes personnalités qui ont un lien avec Paris ou avec cet hôtel directement. Est-ce que chez The Set Collection, est-ce que effectivement associer l'image d'une personnalité très en vogue à l'hôtellerie de luxe, est-ce que ça fait partie des arguments pour lesquels vos clients sont sensibles? Est-ce qu'il y a un pourcentage non négligeable de clients qui vont venir au Lutetia parce qu'il y a la suite Isabelle Huppert ou la suite Joséphine Baker et idem, semble-t-il, dans les autres hôtels que vous avez un peu partout dans le monde? Oui, alors tout à fait. Dans la set collection, l'emblème et le logo, ce sont les arts des artistes en fait. Donc il y a la plume, il y a le ruban de cinéma, il y a le paintbrush pour faire tout ce qui est peinture. Donc ce sont véritablement les 7 arts. Et on essaie dans chacun de nos hôtels d'avoir déjà dans un premier temps des designers qui soient connus et reconnus. Ensuite, avoir une collection d'art. Je pense que vous l'avez vu, on a des collections d'art, on a des très très belles statues de César dans le hall du Lutetia. On a des très belles statues un peu partout. On a ces designers qui reprennent tout ce qui est l'art. Les 4 hôtels qui viennent de nous rejoindre en Asie, House Collective, donc c'est Shanghai, Pékin, effectivement Hong Kong et Chengdu, ce sont des hôtels où l'art, effectivement, lui aussi fait partie. Donc, avoir des suites qui soient nommées sur. Quand on a demandé à Francis Ford Coppola de faire la suite, il a laissé sa caméra. On a la suite littéraire où il y a la machine à écrire Hemingway aurait pu servir pour écrire ses livres. Donc, et c'est rempli de livres. Donc c'est vrai que les clients aiment bien le côté unique de chacun des hôtels et les clients aiment beaucoup le côté unique de chacune des suites. Hmm. Jean-Luc Narret, vous connaissez donc par cœur le monde de l'hôtellerie. Vous avez travaillé dans plusieurs pays pour des groupes différents. Est-ce qu'il y a une culture hôtelière d'un pays qui vous fascine, qui vous inspire davantage que dans un autre?
Je crois que dans tous les voyages, et j'ai dû faire à peu près 125 pays, effectivement, et à l'époque, pour le Michelin, puisque j'étais CEO du Michelin Guide pendant presque 10 ans, j'ai eu la chance de découvrir des pays un peu différents. Et le Japon, pour moi, par exemple, est un des pays les plus incroyables en termes de service. Comme vous le savez, vous avez la culture du japonais, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire mieux que ce qu'on a fait la journée précédente. Je prends un exemple tout bête. Vous le savez, vous êtes à l'aéroport à Narita, c'est très loin, c'est 1 heure de bullet train. Et quand le train arrive en station, les gens sortent, les portes se referment et vous ne montez pas dans le train. Vous attendez qu'il soit nettoyé. Ensuite, chacun des sièges qui est arrivé dans le sens du train repart dans l'autre sens et chaque siège est tourné pour pouvoir être dans le sens de la marche. Le détail de service, il est là et vous l'avez jusqu'au chef de gare qui est présent et qui va en fait baisser sa tête en signe de bon voyage jusqu'au moment où le train va avoir quitté la totalité de la station. Voilà, c'est le genre de service qu'on a. Vous évoquez le Japon, Jean-Luc Narey. Est-ce qu'en France, on va faire un peu de cocorico? Est-ce que dans l'hôtellerie de luxe et l'hôtellerie tout court d'ailleurs française, est-ce qu'on a une qualité particulière, une spécificité qui fait que bah, les clients sont contents d'être en France, quoi? À la France, bien sûr, c'est le pays de la joie de vivre déjà, qui fait partie de notre histoire. Quelquefois, on est aussi un peu considéré comme étant arrogant, comme vous le savez. Donc, les gens nous trouvent qu'on ne sait pas très très bien accueillir. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle, et c'est ce que je dis dans toutes les conférences à travers le monde, c'est revenez en France. Ces 2 ans de Covid, où on n'a pas vu de touristes, on a eu des hôtels qui ont fermé, des restaurants qui n'avaient plus de clients et ainsi de suite, ont permis aux Français de redécouvrir en fait, qu'ils étaient très heureux d'accueillir des clients. Et aujourd'hui, on le sent et on le voit, on a un accueil absolument incroyable, et on a un accueil dans les restaurants, même les taxis parisiens sont devenus sympas, et on a les garçons de café qui sont heureux de nous retrouver. Donc oui, effectivement, il y a cette joie de vivre, ce bonheur, et on est presque, je disais que la France est en train de se rapprocher de l'Italie, quoi. On a un petit côté italien, on est très heureux de revoir des clients maintenant. Est-ce que Jean-Luc Narey, vous avez évoqué, j'ai pas eu besoin de le dire, cette crise sanitaire, est-ce qu'il y a, selon vous, il y a des leçons à tirer dans votre métier? Est-ce que ça a profondément changé la façon dont on fonctionne dans un hôtel? Il y a eu des tas de choses qui ont été testées dans les palaces. Il y a eu le service en chambre, par exemple, le room service qui a pris des allures, beaucoup de place. Donc, est-ce que ça, ce sont des habitudes, comment dire, des gestes barrières serviciels, si je puis dire, qui vont rester? Comment est-ce que vous prenez le pouls du monde d'après, même si j'ai horreur de cette expression? Oui, alors, d'abord, je crois que le monde reste le même, mais en fait, il a effectivement évolué. Et c'est vrai que la fermeture a été un choc pour Paris. La fermeture des restaurants a été un choc pour Paris. On n'allait plus pouvoir aller au café ou au restaurant, comme vous le savez, de la même manière. Il a fallu que d'abord, les chefs se sont réinventés. C'est-à-dire que les chefs, même étoilés, se sont dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte de garder le lien avec nos clients. Et il y a eu cet incroyable engouement de pouvoir dire comment est-ce que je vais pouvoir transmettre une cuisine que je servais à table avec des garçons en salle, avec un service, comment est-ce que je vais pouvoir avoir la même expérience en takeaway et en fait en vente à emporter. Et presque tous les chefs étoilés s'y sont mis, et s'y sont mis d'une façon incroyable. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les hôtels, alors malheureusement, à un moment, les hôtels étaient fermés, on a pu réouvrir, mais les restaurants ne pouvaient pas réouvrir. Et là encore, il a fallu se réinventer, c'était se dire comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire j'aime pas le mot, mais ça vient c'est staycation. Donc c'est vraiment venir passer un petit week-end à l'hôtel pour pouvoir profiter de l'endroit où on peut, la piscine, le spa, et puis surtout d'avoir la chance d'avoir une cuisine faite par un grand chef qui est servi dans toute la sécurité et la privacy de la chambre ou de la suite. Donc oui, ça nous a permis de nous réinventer. Et ça nous a permis aussi de comprendre qu'il fallait être agile pour pouvoir survivre dans ces conditions. Donc, si je résume, des chefs étoilés qui font du takeaway, ce qui aurait été totalement absurde il y a encore quelques mois, des palaces qui s'adaptent, qui vous dites, qui sont agiles et qui s'adaptent à l'offre et à l'envie des clients et qui proposent des tarifs ou des aventures, si je puis dire, qui n'auraient pas encore été concevables, pareil, il y a quelques mois. Et ça, ce sont des choses qui vont rester, parce que l'agilité, c'est quelque chose qui, a priori, qui s'acquiert et qui ne se perd pas. Exactement, je crois que ça a permis aussi à tout le monde de voir qu'il fallait, malheureusement aussi, on a perdu une partie des équipes, donc certains sont Ah oui. partis, certains ont trouvé que l'hôtellerie était quelque chose d'assez dur et donc ne sont pas revenus. Et donc il a fallu retravailler d'une façon différente. Donc je crois que ça a permis à tous les hôteliers et à tous les restaurateurs
pour ceux qui ont pu survivre à cette crise, et bien maintenant de voir les choses différemment et effectivement d'avoir plein de nouvelles idées. Donc le côté créatif est bien présent. Vous dites effectivement, Jean-Luc Narey, on a perdu des équipes, on a perdu la foi de certains aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous, parce que c'est un sujet d'actualité, les vocations dans certains métiers ont eu un peu de mal à redémarrer, se sont un peu perdus depuis le début de la crise. Qu'est-ce que vous avez à dire, et j'y reviendrai juste après, aux gens qui, comme vous, parce que vous êtes dans ce métier depuis la fin des années 70, qui ont cette vocation et qui, avec cette crise sanitaire qui est un peu décourageante, l'ont un peu perdu, quoi. On perdu la foi en l'hôtellerie ou en la restauration. La restauration est effectivement un métier difficile, l'hôtellerie également. Vous savez, quand vous regardez les écoles hôtelières, et j'ai la chance de pouvoir donner quelques conseils et des discours de fin d'année aux étudiants qui nous rejoignent, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur une promotion de 150 personnes à peu près, 3 ans après, il en restera 100, on a déjà perdu un tiers, et que 10 ans après, il en restera encore un autre tiers. Donc c'est un métier qui est dur, et je crois qu'il faut avoir la passion. Quand vous voyez un chef qui est passionné, vous le sentez dans sa cuisine. Vous voyez ces fabuleux pâtissiers qu'on voit maintenant et qui ouvrent des boutiques un peu partout à travers le monde. Ont cette passion, c'est difficile, c'est compliqué, il faut le faire. On se lève tôt, on finit tard, on travaille les week-ends, mais il y a un tel résultat quand vous voyez les yeux de vos clients avec des petites étoiles, quand vous voyez le bonheur que vous pouvez transmettre aussi bien par le plaisir de la nourriture que par le plaisir du service et d'accueillir, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres entreprises. Donc c'est un métier difficile, c'est un métier prenant, mais c'est un métier de service. Et ce n'est pas un métier de servitude, un métier de service. Jean-Luc Narey, donc, je l'ai dit, vous avez fait une école hôtelière à Paris à la fin des années 70. Est-ce que c'était une vocation pour vous? Est-ce que vous en avez déjà douté? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de faire autre chose, quoi? Alors moi, quand j'étais petit, mes parents faisaient visiter les musées et moi, je voulais visiter les hôtels, en fait. Je trouvais que les investisseurs des hôtels étaient les futurs garants de ce qui allait devenir, puisque quand vous regardez les bâtiments qui ont été abandonnés ou repris par des groupes hôteliers. En fait, ils ont créé des superbes musées. Donc j'adorais aller dans ces hôtels. Je passais devant la Concorde, je regardais le crayon, je disais un jour, j'espère pouvoir diriger cet hôtel. Donc j'en ai dirigé effectivement un grand nombre à travers le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est on ne doute pas. En fait, quand vous avez choisi votre passion et que votre passion devient votre métier, on n'a pas l'impression de travailler un seul jour de sa vie. Et en fait, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est notre métier, c'est de vendre du rêve. Donc, on est vraiment dans un métier de plaisir. Donc, on vend du rêve à travers nos destinations, à travers nos endroits. On doit faire en sorte que quand ils sont chez nous, ce rêve se transforme en réalité. Et puis, le jour où ils partent, où ils nous quittent, cette réalité, elle se transforme en souvenir pour qu'ils puissent en parler à d'autres ou qu'ils puissent aient envie de revenir. Merci donc Jean-Luc Narey, donc vendeur de rêves et DG de The Set Collection. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro depuis Londres. Donc merci infiniment et puis une excellente journée à vous. Merci Quentin. Thank you very much.